Découvrons aujourd'hui 7 leçons intemporelles de Benjamin Graham. Je m'appelle Rémi de Truchit-Varenne, je suis le cofondateur du logiciel Value Investing Screener, du PLT Family Office qui est un cabinet de gestion de fortune et de 4 autres sociétés liées au monde de la finance et de l'édition de logiciels. Et mon but aujourd'hui va être de vous faire découvrir le monde, la thèse d'investissement du père fondateur du Value Investing qui est Benjamin Graham et qui était d'ailleurs également le mentor de Warren Buffett. En complément de cette vidéo, vous trouverez en description toute une formation gratuite où je constitue un portefeuille sous vos yeux avec ce genre de stratégie d'allocation de capital et de stock picking. Et ceci étant dit, partons directement découvrir notre première leçon. La première leçon, dont vous vous doutez si vous êtes de ceux qui investissez avec cette approche, c'est le fait d'investir avec une marge de sécurité. Benjamin Graham est le premier à avoir introduit cette notion, à avoir introduit le fait d'investir à un prix inférieur à la valeur intrinsèque de l'entreprise. Mais qu'est-ce que cela veut dire réellement? Si on prend l'exemple d'une société minière dans l'or, vous pouvez par exemple, sur les marchés boursiers, notamment dans le segment qui nous intéresse sur cette chaîne YouTube par long terme, qui est celui des small cap value, vous retrouvez parfois à investir dans une entreprise à un prix inférieur à sa valeur intrinsèque. Et dans le cas d'une société minière dans l'or, vous pouvez vous retrouver parfois par des conséquences d'anomalies de marché, de chute d'une devise, comme ce fut le cas en Turquie en 2020 ou autre, à acheter par exemple une société minière dans l'or à un prix inférieur à la valeur de son stock d'or. Ce qui, si la société n'est pas endettée, nous amène à acheter factuellement une société, de l'or moins cher que ce qu'il ne vaut. Et dans ce cas précis, vous achetez factuellement une entreprise à un prix inférieur à sa valeur intrinsèque que Benjamin Graham va estimer assez proche de sa valeur comptable. D'autres approches, ensuite, comme celle de Warren Buffett ou même de Peter Lynch, vont avoir une estimation de cette valeur intrinsèque sur la base d'autres éléments, comme les flux de trésorerie à venir, des ratios de valorisation combinés avec des ratios de croissance. Mais vraiment, l'idée est de se pencher, lorsque vous investissez, sur la question de combien vaut réellement mon entreprise, indépendamment des fluctuations du marché. Et c'est sur la base de ce questionnement-là qu'une décision d'investissement est faite, et ça vous permet finalement de prendre de la distance vis-à-vis des fluctuations des marchés et d'une réaction potentielle émotionnelle suite à un crack qui, lorsque l'on a cette perspective-là, est une bonne nouvelle, car cela nous permet d'investir, encore une fois, à un prix inférieur à la valeur intrinsèque du sous-jacent, ce qui nous intéresse. La seconde leçon est de comprendre sa personnalité en tant qu'entrepreneur, sachant que Benjamin Graham va différencier du coup deux types de personnalités, l'investisseur entrepreneur et l'investisseur défensif. Il va falloir comprendre votre personnalité à ce sujet-là, mais également l'adapter à vos objectifs et à votre réalité. Si vous êtes par exemple un entrepreneur qui vient de revendre sa société, vous avez eu l'habitude tout au long de votre vie de prendre beaucoup de risques. Vous allez avoir tendance à avoir la même attitude en bourse. Alors que dans ce cas précis, dans la situation qui est la vôtre, vous êtes peut-être plus dans une recherche de sécurisation d'un gain plutôt qu'une prise de risque maximale. Mais votre instinct initial va vous pousser à prendre le risque maximal alors que l'attitude que vous voulez réellement prendre est la défensive. Donc prenez du recul réellement sur votre psychologie et vos aspirations profondes pour adapter votre stratégie. Ensuite, une fois que vous avez bien clarifié si vous souhaitez avoir une approche défensive ou entrepreneuse, adaptez en conséquent votre processus décisionnel de sélection d'actions sur la base de ratios, de croissance, de valorisation, tout en gardant tout de même en tête de faire de bonnes affaires en achetant des actions moins chères que ce qu'elles ne valent vis-à-vis de leur valeur intrinsèque. Troisième leçon, il faut s'attendre à la volatilité sur les marchés. Si vous faites le choix de ne pas vous y exposer, vous allez mettre tout votre argent en euros et votre argent se dépréciera parce qu'on imprime plus d'argent que l'on en détruit. Et si vous faites le choix de plutôt vous exposer au marché, même d'une manière indicielle, vous aurez certes la volatilité, mais sur du long terme, vous vous assurez d'avoir un patrimoine qui connaîtra un certain degré de croissance. Maintenant, ça c'est très simple à comprendre, c'est très simple à dire, mais c'est parfois complexe à vivre. Si vous vous souvenez de mars 2020, lors de l'arrivée du virus, tous les marchés ont craché et on ne savait pas jusqu'où ils plongeraient. Maintenant, lorsque l'on a cette approche value, on prend en compte une variable essentielle qui sont les besoins inélastiques de la race humaine sur des notions de gestion des déchets, de l'eau ou autre. Et si vous avez cette clairvoyance-là dans votre approche boursière, vous savez que de toute façon, une partie de votre portefeuille ne risque pas de tomber à zéro en matière de valeur intrinsèque et vous prenez position sereinement en tirant parti de la volatilité des marchés. Quatrième leçon, il faut différencier l'investissement de la spéculation. Et c'est essentiel. Vous avez finalement trois grandes classes d'actifs.
l'actif monétaire qui ne produit rien parce qu'on imprime plus d'argent qu'on en détruit, l'actif qui ne produit pas de valeur ajoutée, les œuvres d'art, du bitcoin ou tout ce genre d'actifs spéculatifs sans valeur ajoutée, et les actifs qui produisent de la valeur ajoutée. Un arbre qui produit des pommes, une action qui est une part d'entreprise qui produit de la valeur ajoutée, qui produit des produits. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'échelle séculaire, sur du long terme, un actif qui produit de la valeur ajoutée aura de toute façon plus de performance que des actifs qui ne produisent pas de valeur ajoutée. Et j'en veux pour preuve, l'actif sans valeur ajoutée, l'actif spéculatif sans valeur ajoutée qui a le mieux performé à l'échelle séculaire au cours du dernier siècle sont les tableaux de Van Gogh. Mais si vous achetez un tableau de Van Gogh en 1920 et que vous le revendez en 2020, le TRI moyen est de 13% par an. Si vous aviez acheté en 1920 des actions du cigarettier Philip Morris International et que vous les revendiez en 2020, votre TRI aurait été de 17,2% par an. La preuve en est, dans ce cas précis en tout cas, en prenant le champion de chacune de ces deux ligues, disons, les actifs spéculatifs produisant de la valeur ajoutée battent à plate couture les actifs spéculatifs sans valeur ajoutée. 5e leçon, il faut se diversifier judicieusement. Je sais que les obligations n'ont pas bonne cote, surtout sur cette chaîne YouTube, parce que nous sommes de ceux qui investissent en bourse dans des actions, mais en tout cas, sachez que Benjamin Graham, dont je témoigne de la thèse aujourd'hui, recommande dans son œuvre The Intelligent Investor de compenser à 50-50 son portefeuille entre des actions et des obligations. Et sachez que lorsque je parle d'obligations, je ne parle pas forcément d'obligations d'État qui, dans le contexte actuel, en tout cas pour les obligations des Western countries, peuvent poser question. Vous avez également des obligations privées d'entreprises qui, parfois pour une acquisition spécifique qui doit se faire à très court terme, n'ont pas le temps de faire tout le circuit classique pour lever un montant important à la banque et vont faire appel à des investisseurs privés pour lever des dettes à des rendements qui sont à ce moment-là extrêmement intéressants. Berkshire Hathaway, la holding de Warren Buffett, a elle-même fait appel à investi dans ce genre de produits, notamment lors de la crise de 2008, pour sauver certaines banques. Et elle a profité finalement d'obligations avec des garanties très conséquentes qui soutenaient des retours sur investissement extrêmement importants. Et il est essentiel de comprendre que, du coup, c'est une classe d'actifs à part entière qui peut s'intégrer dans une stratégie de portefeuille, d'autant plus que les obligations, contrairement aux actions, vous proposeront réellement de plus grosses garanties en cas de faillite. 6e leçon, il faut se méfier des prévisions du marché. Ce n'est pas parce qu'on vous assure qu'il y aura une crise économique que celle-ci adviendra. Ce n'est pas parce qu'on vous assure qu'il n'y aura pas de crise économique qu'il n'y en aura pas. Ce n'est pas parce qu'on vous assure que le S&P 500 a une croissance lisse et stable depuis 20 ans que cela perdurera. Sachez que d'ailleurs, à ce sujet, que le total return du S&P 500 entre 2000 et 2010 était négatif et qu'une approche en bourse, en stock picking diversifié vous aurait permis de faire mieux. Une action d'ailleurs comme Berkshire Hathaway a connu plus de 100% de croissance sur cette même période. Donc, sachez prendre du recul vis-à-vis des prévisions, de faire preuve d'indépendance d'esprit et d'indépendance dans votre approche pour vous assurer de performer sur du long terme. Enfin, la 7e leçon est bien évidemment associée à la psychologie de l'investisseur. On peut être un excellent tacticien, on peut être extrêmement performant dans ses choix. Si la psychologie ne suit pas, vous sous-performerez à terme. Il existe des investisseurs excités, il existe de vieux investisseurs, mais il n'existe pas de vieux investisseurs excités. Il est essentiel de prendre en compte cette variable-là dans toute l'équation de votre approche en bourse et d'une manière générale vis-à-vis de la croissance de votre capital pour vivre et survivre sereinement dans ce monde capitaliste. Et à ce sujet, plusieurs choses rentrent en jeu. Le sujet des biais psychologiques. Si vous avez eu par exemple un événement accidentel de richesse suite à un très bon placement en crypto-monnaie, vous risquez d'avoir un biais du survivant où, vu que ce sous-jacent vous a rendu riche, vous pensez que ce sous-jacent vous gardera riche, ce qui est un biais classique. Vous pouvez avoir des biais également d'illusion de corrélation entre un actif et un autre. Toutes ces choses-là sont à prendre en compte. Vous devez de faire également un travail de connaissance de vous-même, de connaissance de votre relation à l'argent, de votre construction identitaire qui a un impact énorme sur votre relation à l'argent pour plus sereinement ensuite définir votre ligne directrice et constituer à terme un portefeuille boursier pertinent et résilient. C'est la fin de cette vidéo. En complément de celle-ci, je vous recommande évidemment le résumé du livre d'anthologie The Intelligent Investor qui était la première vidéo de cette chaîne YouTube. Encore merci de l'avoir suivi jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à suivre la formation gratuite complémentaire à cette vidéo que vous retrouverez également en description. Je vous dis à très vite les amis.